Il est 14 heures, je vous propose de démarrer. Tant mieux si on finit plus tôt. J'y crois pas, hein. Je suis plutôt bavard, donc on devrait occuper toute cette heure à parler de la gestion des données sur Power BI. J'espère que l'enregistrement est en cours. Je pense que oui. Donc allons-y. Donc bonjour à tous, ou rebonjour à tous pour ceux qui étaient là ce matin et qui ont pu assister soit à la keynote, soit à la session What's New, et qui ont eu l'occasion de me voir. Voilà. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de Power BI et de la gestion des données avec Power BI, bien évidemment, l'exercice imposé pour l'ensemble de nos speakers, c'est de remercier nos sponsors, je le répète, qui nous aident à organiser ça, principalement financièrement, bien évidemment, parce qu'évidemment, tout ça nécessite un petit peu de budget. Donc merci à eux, n'hésitez pas à aller les voir. On va rester encore quelques minutes dans la petite séquence publicitaire de début de séance. Donc c'est vrai que ce matin, je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Pierre Riel. Je fais partie de l'organisation du GUS, je suis aussi MVP SQL Server. Et bien évidemment, je travaille dans une... alors bien évidemment, ou pas, hein, mais je travaille dans une société de services. Et je vous le donne en mille, de la data et de la business intelligence, puisque je gère une practice qui fait que de la data et de la business intelligence, avec une petite spécialisation sur tout ce qui est self-service BI, mais j'en reparlerai un tout petit peu à la fin sur une offre qu'on va lancer et que vous pouvez découvrir au stand Azeo. Fini la pub, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Power BI. Alors ce matin, vous avez une session, pour ceux qui étaient à la première session Power BI, de la part de Franck et de Laurent, qui se voulaient un tour d'horizon. Donc l'objectif, c'était de balayer un petit peu tout ce qu'il y avait dans Power BI, tout ce qu'on pouvait faire avec. Et bien évidemment, on est toujours tenté d'aborder un sujet comme Power BI par l'aspect visuel. Donc on vous montre des jolies cartes en 3D, des graphes, des choses interactives, on met ça sur une tablette, ça bouge, c'est génial. Dans cette session, je ne vais pas du tout vous montrer quelque chose de visuel. L'objectif, il va être de parler de Power BI, mais de regarder un peu l'envers du décor et de se dire qu'est-ce qui se passe quand moi je suis architecte data par exemple, qu'est-ce qui se passe derrière, quels sont les flux de données, où vont les informations, comment je les protège, à qui je donne les accès, comment je récupère mes données. Donc évidemment, on va voir un petit peu l'envers du décor, donc ça sera des choses un petit peu plus techniques et un petit peu moins visuelles, mais ça reste dans l'univers Power BI. Alors, j'ai quand même mis le slide un petit peu chapeau qui vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dans Power BI. Je ne vais pas les citer tous un par un, vous avez eu le tour d'horizon tout à l'heure. Juste, je les représente souvent avec cette image où il faut bien comprendre qu'on a vraiment deux mondes dans Power BI. On n'est pas 100% cloud, on n'est pas 100% on-premise. On a une partie des choses qu'on trouve dans Power BI qui vont être dans Office 365, donc ça reste du cloud, hein, c'est une plateforme SaaS, c'est pas du PaaS, c'est pas du IaaS, c'est du SaaS. Donc vous avez cette partie-là qui est côté cloud, mais bien évidemment, Excel reste on-premise. Quand un utilisateur fait une analyse sous Power Pivot dans Excel, il reste bien on-premise. Donc on a vraiment ces deux mondes, une patte dans le cloud, une patte dans le on-premise. Et bien évidemment, qui dit quelque chose d'un peu hybride, va falloir gérer justement les flux d'informations et comment on gère un petit peu ça. Donc on en reparlera en fin de session. Le focus, Power Query, ça va nous occuper quand même une bonne partie de la session parce que peut-être vous ne connaissez pas tous Power Query et ce qu'on peut faire avec. Donc l'idée, ça va être de passer quand même une bonne partie de cette session à essayer de pousser, alors non pas dans ses limites, même si on va essayer je vais essayer de vous montrer des choses assez techniques et assez approfondies sur l'outil. On va passer pas mal de temps sur Power Query, quand même l'outil essentiel pour l'utilisateur pour récupérer de la donnée. Mais évidemment, on a d'autres petits éléments. Les Power BI Sites, vous avez dû les voir ce matin lors du tour d'horizon sur Power BI. Donc c'est tout simplement la partie qui est sur le cloud pour accéder aux données. Si vous avez vu la démo Power BI Q&A, donc la fameuse question qu'on pose, ça se trouve dans les Power BI Sites. Nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas de rejouer avec cet outil, vous l'avez vu, mais c'est plutôt de voir qu'est-ce qui se passe derrière, comment les données arrivent dedans, et comment je fais, quand je suis administrateur, je fais pour gérer dans Power BI Site pour bien gérer ces données-là. Et enfin, la dernière brique, je ne sais pas si elle a été abordée dans le tour d'horizon, c'est le Data Management Gateway.
Ben, c'est simple, hein, une partie dans le cloud, une partie on-premise. Il va bien falloir gérer la liaison entre les deux. S'il y a des gens qui font un peu de réseau ou un peu de gestion de flux dans la salle, ça doit vite vous causer. Il va falloir ouvrir des ports, mettre des proxys, autoriser des certificats, etc. Donc il va bien évidemment falloir sécuriser toute la gestion qu'on a et tout le passage de l'un vers l'autre. Hop, voilà, je me disais bien qu'il en manquait un. De qui parle-t-on dans les scénarios que je vais vous montrer aujourd'hui? En fait, on va se caler sur 3 grands usages de Power BI. Le premier, c'est celui qu'on appelle l'information worker. Alors, certains l'appellent Madame Michu, le business analyst, l'utilisateur final, vous lui donnez le nom que vous voulez. Mais globalement, c'est un utilisateur qui se pose une question. Rappelez-vous ce matin, un peu ce changement de paradigme qu'on a dans le monde de la BI. On est plutôt maintenant affaire à des utilisateurs qui se posent des questions sur leur métier, sur leurs données, et ils ont besoin d'y répondre. Donc on appelle ça l'information worker. Son outil de prédilection, ça va être Excel. Donc Excel, c'est là où je vais utiliser Power Query, et comme je vous l'ai dit, ça va être une bonne partie de la démo. On a un autre rôle qui arrive dans toute notre infrastructure liée à la gestion de l'information, c'est ce qu'on appelle le data steward. Alors désolé, j'ai mis la version anglaise, il n'y a pas encore eu de traduction officielle de la part des grands type Gartner et autres. Moi j'utilise le terme pilote des données, maintenant à vous d'utiliser le vôtre. Globalement, c'est la personne qui va être un petit peu le power user, c'est-à-dire qu'il sait que quand je veux travailler avec les données du chiffre d'affaires, il faut plutôt que je prenne le Power Pivot de Jean-Louis de la Compta. Mais que si par exemple j'ai envie d'avoir une information sur les ventes, il faut plutôt que j'aille prendre la requête Power Query qu'a fait Nadine au service des achats. Donc c'est un peu la personne qui sait où se trouvent les données, qui sait qui les utilise et comment, et qui donc a toute la légitimité pour mettre en avant une requête par rapport à une autre, dire à telle personne qu'elle s'est trompée, par exemple elle n'a pas pris le chiffre d'affaires, la dernière version qui a été publiée, etc., etc. Donc il y a une personne qui est assez centrale et qui va aider l'information worker à mieux comprendre, à mieux maîtriser son information. Vous verrez, on essaiera de le visualiser avec les démos. Lui, ses outils, c'est d'une part Excel, mais aussi le fameux Power BI Site. Donc là, pas la partie où on consomme du rapport, mais toute la partie où on va gérer un petit peu nos sources de données. Et enfin, le dernier, celui qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toujours quelque part un admin qui va faire en sorte que tout ça fonctionne. Pourquoi? Tout à l'heure, je parlais de proxy, de port à ouvrir, de flux, etc. Bien évidemment, si vous avez une partie de votre système de self-service BI qui est sur Office 365, il va bien falloir ouvrir les flux, ouvrir les ports et donner les accès. Ben ça, qu'on retourne le problème dans tous les sens, c'est bien vers les admins qu'on va se tourner pour faire ça. Et ben, dans nos scénarios, dans Power BI, dans toute cette offre de self-service BI, ils ne sont pas oubliés, hein, ce n'est pas la 5e roue du carrosse qui va prendre le truc comme il vient et puis se dire « Ah mince, on me donne encore un truc que je dois apprendre et qui va m'obliger à faire des verrues dans mon système d'information ». Non, l'idée c'est de l'inclure et de lui donner un rôle dans cette gestion de l'information, dans la gestion des données. Alors, après, à vous de juger, savoir si ce rôle est puissant, limité ou pas, ça vous verrez à l'usage, mais on parlera un petit peu justement des flux de données et quel rôle peut avoir l'IT admin dans cet écosystème. Les outils qu'il a à sa disposition, alors j'ai pas mis Power BI Site, mais en fait l'IT admin portal, c'est tout simplement quelques pages d'administration qu'on va trouver sur le Power BI Site, et bien évidemment la Data Management Gateway qu'on verra tout à l'heure. Plutôt que de tergiverser sur les usages, les sujets avec des petits bonhommes et des carrés, bah, le mieux c'est quand même d'essayer de se rendre compte ce que c'est Power BI d'un point de vue gestion de données. Quand on est, alors là on va partir sur le premier usage, je suis l'utilisateur, je suis la fameuse Madame Michu, et je dois faire une étude et récupérer des informations et pour derrière répondre à des questions. Donc c'est la première partie, c'est vraiment de récupérer l'information et pour ça on va utiliser, je vous l'ai dit tout à l'heure, Excel. Alors je tente les démos en mode tactile cette année, hein, donc on va voir ce que ça va donner. Hop, on va prendre un classeur Excel vierge. Alors, Power Query, c'est un add-in. Je ne l'ai pas mis dans les slides, je le reprécise. Power Query est un add-in, vous le téléchargez, vous allez sur le site de Microsoft, vous le téléchargez. Il y a 2 versions actuellement, c'est peut-être important de le savoir. Il y a une version qui est juste marquée Power Query for Excel, je crois, elle a juste ce nom-là, qui est la version publique gratuite.
On a une version qui actuellement, elle a eu un nom de code à un moment, on l'appelait Corporate Power Query, qui est la version que je vais utiliser pour faire mes démonstrations, qui actuellement, il y a Preview dans le nom. Donc si vous cherchez sur Internet et que vous cherchez à le télécharger, c'est simple, vous cherchez Power Query Preview, et vous aurez cette version-là. Donc Power Query, c'est un add-in, donc comme tout add-in, comme Power Pivot ou d'autres, si vous utilisez du MDS ou du DQS, se trouve dans le ribbon, et tout commence finalement en allant chercher des données. Si je veux créer une requête, la première chose que j'ai à faire, c'est de chercher des données. Et là, j'ai tout un tas d'outils. Donc en fait, on voit ici From Database. Si je prends l'onglet Database, j'ai tout un tas de sources de données disponibles. On voit SQL Server, on voit Azure SQL Database, on en parlait ce matin, de l'Oracle, du DB2. En bref, tout un tas de sources de données. J'ai aussi des fichiers où je peux récupérer du texte, du XML, du CSV, de l'Excel, etc. Donc j'ai tout un tas de sources. Je ne vais pas vous les faire toute une par une. J'ai tout un tas de sources de données qui me permettent d'aller collecter de l'information. Alors là, je voulais juste vous montrer From Database, donc forcément le premier truc qu'il me demande, sans forcément nous mettre une interface ultra compliquée et très technique, mais mine de rien, qu'on soit Madame Michu ou qu'on soit un super techos, quelque part, il faut le nom du serveur sur lequel se trouvent ces données. Donc ça, évidemment, je vais devoir dans tous les cas le renseigner. Donc là, je vais aller sur ma base de données en local. Donc la base de données est optionnelle. La première chose qu'il me demande, c'est de savoir si je veux sauvegarder la façon dont je me connecte. Donc là, je vais lui demander d'utiliser... Hop. Il l'a pris par défaut. Donc j'utilise mes credentials Windows. Donc là, je suis vu comme étant un compte de l'AD. Et donc, je peux browser mon serveur. Alors là, j'ai accès à toutes les bases de données. Évidemment, c'est moi l'admin. Mais en fait, ici, j'ai bien les différents éléments. J'ai bien les différentes bases sur lesquelles je peux aller récupérer des données. Et c'est aussi simple que si par exemple, ici, je me dis, bah, tiens, j'ai envie de faire un petit mashup sur les musées. Le simple fait de passer la souris dessus me permet d'avoir une preview ici et de regarder ce qu'il y a dans ces données directement. Alors là, ce que je pensais, la résolution n'est pas top, mais en fait, j'ai aussi tout un tas d'informations sur la requête en elle-même, c'est-à-dire le nom des colonnes, qui l'a créé, qui est le data manager de ça, enfin tout un tas de métadonnées que je peux avoir. Là, c'est du SQL Server, donc je vais avoir des métadonnées très techniques. C'est une table, les colonnes sont de type varchar, etc. Donc je vais avoir des données très techniques. Mais en fait, une fois que je suis satisfait de la source que je veux prendre, bah, tout simplement, je vais cliquer dessus, Edit Query ou Load, il y avait directement le bouton Load, et ensuite il va me le chercher, et là je peux commencer ce qu'on appelle un mashup, du façonnage de données, et c'est là où je vais pouvoir nettoyer mes données pour derrière arriver au jeu de données dont j'ai besoin pour répondre à ma question. Alors là, les données sont déjà propres, elles viennent d'une base de données, donc en général, elles sont bien rangées, bien calées, etc. Mais évidemment, je peux très bien aller chercher des données qui reviendraient d'un fichier Excel, d'un CSV, enfin quelque chose qui n'est pas forcément dans le format attendu. Donc pour ça, je vais reprendre, pour aller plus vite, j'ai quand même préparé ça. Donc là, ici, j'ai été récupéré, alors c'est simple, les données, elles viennent de l'initiative Open Data de la RATP. Donc tout simplement, j'ai la liste du trafic par station de métro. Sauf que, alors, j'ai déjà été chercher le fichier, donc c'est un fichier Excel qu'on m'a donné, mais vous voyez, la première colonne, il n'y a rien. Les premières lignes sont des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Ben là, en fait, l'idée, c'est justement de se dire, je vais éditer cette requête. Donc là, s'ouvre l'éditeur de Power Query. Et en fait, là, je vais pouvoir façonner. Vous voyez le ruban qui est en haut? Hop, peut-être zoomer. Non, j'ai pas mis le zoom. Donc en haut, on a le ruban qui nous permet d'avoir tous les éléments que je vais pouvoir faire sur la requête. Alors c'est des choses simples. On a dit la première colonne, je ne la veux pas. Ben, en fait, il me suffit juste de la sélectionner, de faire Remove. Jusqu'ici, ça va. Si je veux retirer les deux premières lignes, pareil, je vais pouvoir soit en utilisant le ruban, soit directement dans mon tableau, je vais pouvoir faire c'est Remove Top Rows. Et donc là, je vais lui retirer par exemple les deux premiers qui n'ont aucun intérêt. Vous voyez que la première ligne, on a les en-têtes, rang, réseau, station. En fait, ça, j'ai envie tout simplement que ça devienne mes headers de colonne. Pareil, je vais pouvoir utiliser... alors, le ruban date de la toute dernière version, donc je suis encore old school avec les menus contextuels. Donc, use first row as header. Et donc là, je vais pouvoir donc récupérer et façonner un petit peu mon jeu de données.
Le typé, là par exemple ici, si on regarde, la partie trafic, c'est du texte. Si je vais dessus, en fait, alors on ne le voit pas forcément ici, mais en fait, vous voyez, il a gardé les espaces. Pourquoi? Parce que c'est du texte. Ben, tout ça, je vais pouvoir lui dire qu'en fait, c'est un chiffre. Et d'un son, ça est un chiffre, je vais pouvoir m'amuser à faire des regroupements, des sommes, des comptes, etc. Enfin, tout ce qu'on fait classiquement en BI. Je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on peut faire avec, je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette démo avec ce classeur-là. Pourquoi? Parce que le produit Power Query est très large, donc on va essayer d'aller tout de suite vers certaines fonctionnalités qui sont assez intéressantes et notamment qui sont difficiles à faire, parce que là on peut se dire, oui bon c'est facile, hein, je récupère dans Excel, je supprime les colonnes et les lignes et puis j'ai fait à peu près la même chose. Hein. En effet, certes, mais il y a certaines choses qui sont très difficiles à faire en Excel. Notamment par exemple, ça peut venir du format des données qu'on a en entrée. Le meilleur exemple, c'est de se dire, on a un format qu'on voit beaucoup sur Internet, je ne sais pas si vous avez eu à travailler avec, c'est le JSON. Ça cause un peu à tout le monde le JSON, donc c'est un format un petit peu sérialisé, donc en fait c'est le XML sans les tags, si je résume, mais mine de rien c'est difficile à exploiter. Et d'ailleurs même les pros de l'ETL, donc les gens qui font du SSIS, il n'y a pas de tâche par défaut JSON en SSIS. Et bien Power Query nous permet de lire ce format-là et de le transformer et de l'exploiter assez nativement. Donc pour ça, je vais ouvrir un autre exemple. Hop. Donc je triche un peu, hein, je garde l'URL. Mais je vais quand même le refaire de zéro. Donc ici, je vais faire Power Query et je vais aller chercher des données qui se trouvent sur le web. Donc en fait, Foursquare, si les gens connaissent, hein, c'est une API où on fait des check-in et on gagne des points en fonction d'où est-ce qu'on fait son check-in, offre des API en JSON qui nous permettent de récupérer toutes les informations. Donc moi, je suis un gros utilisateur de Foursquare, donc je voyage pas mal, je fais des check-in à tous les endroits. Et l'idée, c'est que je me dis, j'aimerais bien récupérer tous les endroits où je suis passé pour pouvoir me faire un petit... alors, je ne vais pas vous faire du Power Map, mais pourquoi pas remonter ça sur Power Map et voir un petit peu où est-ce que je traîne en plus. Donc pour ça, je vais tout simplement... Perdu. Hop, il faut que je recommence. Voilà. Donc je lui mets l'URL, et lui en fait, il a détecté directement que c'était du JSON. Si vous voyez dans la petite barre qu'on a ici, hop, je vais juste tenter... Il doit y avoir Zoom It, parce que je pense qu'au fond, je ne suis pas sûr que vous voyez super bien. Hop. Donc Zoom It et le tactile, à ne pas faire. Je me suis dit, je vais tenter quand même. Ça va au fond? Ça ira? Au pire, vous pouvez la regarder, hein, tout est webcasté, hein, vous pouvez la regarder, faire votre Zoom It vous-même sur votre PC. Donc en haut, il a détecté que c'était du JSON, donc il a été chercher mon flux directement sur Internet, il a téléchargé le résultat renvoyé par le serveur web, il a détecté que c'était du JSON, et tout de suite, il va me proposer de l'interpréter. Et là, en effet, si je creuse directement dans mes données, donc là, je vois que j'ai Meta Notification Response. Response, ça ressemble à de la réponse HTTP. The News, ah, ça tombe bien, on commence à arriver dans le langage Foursquare. Une The News, c'est simple, c'est quand j'ai cliqué sur Check-in, ça s'appelle une The New. Et donc là, j'ai Record. Hop, on y est presque. Il a vu qu'il y en avait 782. J'ai donc une liste, et j'ai une liste de records. Et on se dit, non, mais ça, ce n'est pas exploitable encore. Ben, l'avantage, en fait, c'est que ici, quand je transforme ma liste en une table, j'ai tout un tas d'opérations que je peux faire dessus, et notamment ici, il y a un petit icône qui s'appelle Expand, qui va me permettre de dire, ben en fait, déroule-moi cet enregistrement. Donc le JSON permet quelque chose de non structuré, un peu comme le XML. Ben, je lui dis, en fait, déroule-le-moi, pour derrière arriver, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir latitude, longitude, adresse, enfin toutes les informations qui vont me permettre d'utiliser ça dans Power Map. Et donc, en effet, ici, si je déroule, j'ai tout ça. Hop, je vais juste m'arrêter là, je ne vais pas tout dérouler, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, en fait, on voit tout un tas de lieux. D'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément sur Paris.
Donc là, j'ai tout un tas de lieux. En fait, il a été chercher mon historique. Il y a à peu près un an d'historique. Je crois qu'il bloque à 200 éléments ou quelque chose comme ça. Non, c'était même plus parce que j'en avais 752. Donc il va récupérer tout ça et il me l'affiche. Et moi, derrière, je peux l'exploiter. C'est-à-dire que je peux croiser ça avec, tout à l'heure, j'étais connecté sur une base de données, je peux croiser ça avec les données d'une base de données pour faire quelque chose. Alors, je ne vous dis pas que ça a du sens de croiser les endroits où je fais check-in avec la base AdventureWorks, mais bon, on pourrait très bien imaginer que vous avez ce cas d'utilisation, notamment si vous travaillez dans le marketing, ou c'est Foursquare ou autre chose. Donc à vous après d'inventer tous ces cas d'utilisation. L'autre exemple que je voulais vous montrer, je vais revenir sur mon premier fichier. Alors, je ne suis pas allé au bout tout à l'heure de ma démonstration. Allez. Hop, il faut juste que je sorte de l'éditeur. Voilà. Hop. Donc ici, je ne suis pas allé au bout de ma démonstration, mais je l'avais préparé. C'est-à-dire que j'ai deux datasets que j'ai été récupérés sur le site de la RATP. Le premier, c'est le trafic. Donc là, j'ai récupéré directement le trafic par station et par date. Non, je ne sais pas. Non, je crois que c'est sur une année. Et d'un autre côté, j'ai le dataset que je vous ai montré juste avant, qui est la liste des stations. Et là, j'ai latitude, longitude. J'ai envie de faire un merge entre les deux. Ben, ça, c'est pareil. Power Query nous permet de pouvoir merger et de faire une jointure entre les deux. Ben, tout simplement, je vais faire un merge entre station et RATP. Ou non, alors, je vais prendre trafic en premier. La clé et station, la clé. Donc là, tout simplement, c'est assez intuitif. En plus, vous voyez, je me suis relevé comme défi de devoir le faire à la tablette. C'est-à-dire que j'ai même, à la rigueur, même plus besoin de souris pour faire ce type de mashup. On voit qu'il a réussi à matcher 326 enregistrements. Alors ça, je vous le dis, c'est tout simple, c'est parce que les données sont un peu crado. J'ai créé une clé en fait, où j'ai retiré les accents, etc. Enfin, voilà. Open Data, ça ne veut pas dire des données propres. Open Data, ça veut juste dire qu'il vous donne des Excel à peu près exploitables. Ben, mine de rien, j'ai quand même réussi à nettoyer un peu mes données et à faire une jointure entre les deux, modulo quelques éléments. Et en faisant ça, ben, tout simplement, après, je me retrouve dans l'éditeur Power Query. Je peux donc refaire d'autres choses, retirer les colonnes qui ne m'intéressent pas. Là, en l'occurrence, ce que je voulais faire, c'était tout simplement rajouter latitude, longitude. Donc, je vais juste sélectionner latitude, longitude, OK. Et donc, j'ai bien le trafic avec latitude, longitude. Je vous laisse faire la fin de l'histoire. Si vous avez un Power Map, une petite, donc non pas avec des points, mais avec une petite carte de chaleur, je vais pouvoir voir à peu près les zones où il y a le plus de trafic en Ile-de-France, selon la RATP, selon les données qu'ils nous mettent à disposition. Autre chose qui est assez compliqué à faire avec de l'Excel natif, avec du Power Pivot, voire même avec du SSIS, même si c'est faisable avec du SSIS, c'est tout ce qui est... Hop, on va fermer tout ça. Et on va aller chercher d'autres statistiques. Pareil, je suis allé sur le site de la mairie de Paris. J'ai tout un tas de stats, la consommation d'eau, le Wi-Fi, les bornes, les logements sociaux, etc. Donc j'en ai récupéré quelques-unes, et notamment, j'ai récupéré, où est-il? Je ne l'ai pas forcément ici. Voilà, je l'ai ici. J'ai récupéré la consommation d'eau. Donc vous voyez le dataset. À quoi il ressemble? J'ai un mois, une colonne. Pour tous ceux qui font de la BI, vous savez qu'il ne faut jamais faire ça, parce que c'est inexploitable, parce qu'en colonne, on met une mesure et non pas une dimension. Et là, en l'occurrence, le mois, c'est une dimension. Donc là, on se dit, génial, je vais juste faire un petit unpivot de tout ça. Alors, en SSIS, c'est facile, il y a un composant. En Excel, ça commence déjà à être un petit peu plus compliqué. Ben, en Power Query, en fait, c'est super simple, puisqu'en fait, il suffit juste de ces... Oui, il faut peut-être que j'édite la query, puisque là, je suis dans Excel encore. Donc, je vais sur mon éditeur et je choisis ce sur quoi je veux pivoter. Donc là, je choisis de janvier à décembre. Et tout simplement, j'ai dans mes outils une petite fonction qui s'appelle unpivot. Et tout de suite, j'ai le code postal, la date et la valeur. Donc, juste un clic, j'ai pu faire le unpivot. Alors, la première réflexion que j'ai eue quand j'ai eu ça, j'ai dit c'est génial déjà, c'est super d'avoir ça dans Excel. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si le fichier source que j'ai se voit enrichi du mois de janvier 2000, alors je ne sais pas, c'est 2011, donc janvier 2012, etc. Donc forcément, j'ai des colonnes en plus.
Alors que là, explicitement, je lui ai dit le nombre de colonnes sur lesquelles je voulais pivoter. Mais en fait, la fonction a été codée par les équipes de Microsoft à l'envers. La fonction s'appelle unpivotOverColumns. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris celle que je n'ai pas sélectionnée, il a dit celle-là, elle est fixe. Tout le reste, tu fais un pivot. Ce qui fait que si ma source rajoute des colonnes et donc rajoute des dates, ben en fait, mon flux, ici, j'ai juste à faire refresh et il va rajouter le nouveau mois ou la nouvelle année. Donc ça, c'est quelque chose, par contre, essayer de le faire en SSIS, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on est très lié au modèle. Si la colonne n'existe pas, on a quelques soucis. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a quelque chose d'assez dynamique. Et bien sûr, le pivot existe dans l'autre sens, sauf que je ne sais pas pourquoi, il n'est pas dans la barre d'outils, il faut se le coder à la main. Alors justement, en parlant de coder à la main, je vous ai dit que Power Query était un outil super puissant. Alors, en effet, quand on regarde la barre d'outils, on peut faire énormément de choses. Je ne suis pas arrivé encore à des limitations. À l'époque, il y avait le pivot, mais il a été rajouté depuis. Mais j'arrive très peu à des limitations. Mais des fois, j'ai quand même des trucs qui sont un petit peu compliqués, où il faut vraiment que je fasse tout un tas de nettoyage, il faut que je fasse des if, des choses comme ça. Et j'ai envie de me dire, ben, moi, j'aimerais bien coder des fonctions et aller un petit peu plus loin. Alors, vous avez vu en haut, on a une barre. Hop, je vais prendre juste un nouveau. Hop. On va activer le contenu. Et je vais partir sur une blank query. Donc en fait, quand vous allez un peu plus bas dans la liste, vous avez blank query. Blank query, c'est simple, ça démarre, c'est vide. On ne sait pas où est la source de données. Ça, vous l'avez que si vous activez l'option avancée, en fait. Ici, j'ai un petit icône, pareil, que je n'ai qu'avec l'option avancée, qui me donne un joli éditeur qui me permet de coder moi-même tout mon flux Power Query. Tout ce que j'ai fait à la souris, à la main, jusqu'à présent, c'est en fait un langage de code. Les spécifications existent, hein, donc c'est un vrai langage avec des types, avec une syntaxe, etc. Et donc tout ce que j'ai fait, je peux le coder. Juste pour donner quelques exemples, par exemple, si je veux faire une liste qui va de 0 à 100, j'ai bien une liste. Et après, évidemment, je peux reprendre la main et faire des choses complètement à la main. Pardon. Le langage est quand même à apprendre, et ça, par contre, c'est quelque chose, Madame Michu, j'imagine mal aller coder directement, mais n'empêche, ça ouvre les perspectives, le data steward ou même des développeurs peuvent créer des flux assez sympathiques. Maintenant, c'est de se dire, puisque j'ai un langage où je vais pouvoir créer mon flux, j'ai des choses un peu compliquées. Donc, par exemple, je veux créer une fonction qui va nettoyer. Tout à l'heure, sur le nom de ma station RATP, j'ai transformé en clé en retirant les accents, les choses comme ça. Ben, je pourrais très bien créer une fonction qui, finalement, je pourrais réutiliser. Je l'ai écrit une bonne fois pour toutes et je vais pouvoir la réinjecter directement dans mes flux. Ben, ça, en effet, c'est possible. Vous le faites en M. Ici, pour ceux qui ont fait du Lisp, ça ressemble un petit peu. Hein, c'est un peu le même style. Le langage s'appelle le M. Si vous cherchez, c'est le langage M. Donc ici, je vais pouvoir créer une fonction, et créer une fonction, c'est aussi simple que ça. Par exemple, je prends une fonction qui prend deux paramètres, x, y, je retente le coup de zoom, ah, voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Et je dis que, cette fonction renvoie x plus y. Et là, je lui dis que c'est OK. Il a bien vu que ce que j'avais fait dans mon flux, c'était bien une fonction. Après, je peux tout simplement l'appeler ici et dire bah, x, c'est 4, y, c'est 5, et normalement, vous devriez trouver 9, le compte est bon. En fait, il le met là où il pense voir la souris, en fait. C'est ça le truc. Évidemment, ça, c'est une fonction super basique. J'ai juste fait une addition. Mais derrière, on pourrait très bien imaginer des fonctions beaucoup plus complexes qui vont chercher de la donnée à l'extérieur avec des paramètres, qui réinjectent ça dans un flux en faisant un merge, par exemple, en faisant une jointure avec un autre flux qui viendrait d'un fichier sur le disque, etc. Alors, je vous le montre en finale. Je ne l'ai pas fait jusqu'au... je ne vais pas vous le faire jusqu'au bout directement ici. Hop, apply and close. Hop. Ici, par exemple, j'ai fait une fonction qui permettait justement de rajouter
j'ai des colonnes d'entrée, j'applique une fonction sur chaque ligne de l'élément. Et ça, en fait, je l'ai fait tout simplement avec une fonction qui va me chercher des données sur le web. Alors, il y a un site dont je voulais récupérer l'ensemble des références. Alors, c'est un site qui vend des single malt en ligne. Je voulais récupérer toutes les références avec les prix directement des bouteilles. Sauf que moi, j'ai un problème, c'est que je tape l'URL directement dans mon Power Query, il me récupère la page numéro 1. Donc, quand je veux avoir la page numéro 2, je suis obligé de changer et de marquer 2. En fait, tout ça, je l'ai mis sous forme de fonction. Et puis, tout simplement, je lui ai dit le nombre de pages qu'il y avait. Je lui ai dit, ramène-moi l'ensemble du catalogue. Et je vais même essayer de vous faire le refresh direct en live. Quoique, c'est un peu long, donc on va voir si on se le tente. Hop, ici, j'ai 720 références, donc avec évidemment le nom, la description et le prix. Alors, il paraît que normalement, je dois vous dire aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé quand je vous présente ce type de données. Donc, je vous le dis. J'ai une méthode qui s'appelle get, dans laquelle je passe le numéro de page. Il me le renvoie. J'ai tout simplement fait un append. Vous avez en haut, vous avez une petite méthode qui s'appelle append, qui permet de faire de la concaténation de datasets. Et tout simplement, j'ai récupéré toutes ces références. Je vais juste le lancer pour vérifier que ça marche toujours. Ça va être un petit peu de temps, mais ça va me permettre de présenter, de parler un petit peu de la suite. Et donc là, en fait, il va faire toutes ces requêtes et il va crawler le site web. Alors, il faut juste être vigilant parce que c'est le type de site où il y a souvent des robots qui tentent de voir s'il n'y a pas une attaque ou une intrusion. Donc, un jour, ça ne marchera plus pour cette raison, par exemple. Hop, on reviendra tout à l'heure. Vous verrez que ça s'est mis à jour. Dernière démonstration sur Power Query. Et si tout ce que je viens de vous montrer, alors j'étais assez light sur le langage M, l'ASPEC est disponible. Alors vous avez deux documents assez fondateurs qui font chacun 200 ou 300 pages, qui sont l'ASPEC du langage. Vous avez toute la syntaxe, ça va vous rappeler certains. Moi, ça m'a rappelé mes cours de Lex et de Bison il y a quelques années. Donc on apprend toute la syntaxe du langage. Et vous avez aussi tout le framework, toutes les méthodes que vous pouvez utiliser avec vos flux de données. Donc ça, c'est un peu lourd à lire, mais mine de rien, c'est ce qui va vous permettre d'aller vraiment à fond du langage M. Moi, je vais m'arrêter là avec le langage M. Et je me suis posé la question, je me suis dit, et si finalement, il y avait encore des choses qu'on ne pouvait pas faire avec le langage M? Et notamment, par exemple, il y en a une, c'est réutiliser des ETL que j'aurais pu déjà avoir développés. Voilà, j'ai un ETL qui fonctionne déjà, j'ai envie de le réutiliser, il y a toutes mes règles métiers, j'ai mis des DLL dedans, du code, des script components, des trucs ultra compliqués, et puis de toute façon, c'est fait, donc réutilisons-le. Donc ça peut être un cas de se dire, je veux réutiliser du SSIS. L'autre cas, c'est de se dire, j'ai une source de données qui n'est pas supportée par Power Query. Parce que, je ne vous l'ai pas montré, mais il n'y a pas de source OLEDB ou ODBC. Parce qu'avec SSIS, on se dit, dès l'instant où il y a un driver, je peux accéder à toutes les sources. Malheureusement, avec Power Query, il n'y a pas la possibilité de faire de l'OLEDB ou de l'ODBC. Donc, vous aurez beau avoir votre driver pour votre base de données exotique que personne, qui n'est pas utilisé, par exemple, dans des outils de BI, vous ne pourrez pas l'utiliser avec Power Query. En fait, on a un moyen. C'est de passer par du code. Hop. Et donc, pour ça, je vous parlais d'SSIS. En fait, imaginez que j'ai fait mon flux SSIS et que j'ai envie de le consommer avec Power Query. Et bien là, on a une petite nouveauté dans SSIS. Alors, je sors du cadre Power BI et je vais vous parler un petit peu de SSIS. On a une nouveauté qui est passée assez discrètement. Même moi, je n'ai même pas encore eu le temps de la relayer, et pourtant, c'est sorti depuis quelques mois. Ça s'appelle SSIS Data Feed. À quoi ça sert? Tout simplement, ça permet d'exposer un flux SSIS en OData. Alors, en OData, globalement un flux, mais le mieux, c'est quand même de le sortir en OData, à l'extérieur de SQL Server. Donc j'ai pris un exemple tout simple, c'est qu'ici j'ai un Dataflow Task. Hop. Dans lequel j'ai mes données métiers qui viennent de ma base de données, et puis je fais une petite jointure avec un fichier qui se trouve, un fichier de configuration. Globalement, je fais du transcodage, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de le ressortir et de le consommer dans autre chose que SQL Server. Et donc de l'appeler, si on parle de le consommer en dehors de SQL Server, ça veut dire l'appeler à la volée. Moi, je suis dans Excel, j'ai envie de le consommer directement en sélectionnant, sélectionnant ce flux-là.
Mais en fait, on a un nouveau composant, hop, je vais descendre, qui s'appelle Data Streaming Destination. Donc ça, c'est sous forme d'add-in. Vous l'avez pas. Alors, je ne sais pas si ce sera dans SQL 2014, mais dans tous les cas, c'est un add-in qu'on télécharge sur le site de Microsoft. Et donc, vous avez ce composant. Et l'idée, c'est tout simplement d'injecter votre sortie de flux ETL directement dans ce composant-là. Derrière, vous avez un wizard de publication qui va tout simplement créer une vue SQL. Et donc là, je vais aller dans Management Studio, qui va nous créer une vue SQL qui va permettre de consommer ce SSIS. Donc je l'ai mis dans la base de données qui s'appelle Culture Paris, pardon, elle est là. Ici, j'ai une vue qui s'appelle Lab SSIS Data Feed Musée. Tout simplement, c'est mon flux de données qui va être appelé. Et donc c'est aussi simple que de faire New Query, d'aller ici et de faire select étoile from dbo.lab. Alors, je voulais faire une démo fun, mais je n'ai pas forcément eu le temps. Elle ne rentrait pas bien dans le timing, mais l'idée, c'était de transcoder le nom des musées parisiens avec des planètes de Star Wars. Donc, c'est pour ça que vous avez du Star Wars qui traîne dedans. Et donc là, finalement, en fait, ça, c'est bien mon flux SSIS qui a été appelé à la volée dynamiquement et qui ressort avec une vue SQL Server. Qui dit une vue SQL Server, vous pouvez le requêter avec du Power Query. Et donc, je peux donc avoir un ETL on-demand à la volée. Bien sûr, attention au perf. Si votre ETL traite des millions d'enregistrements et met longtemps, bien évidemment, ça ne va pas faire de magie. Ça ne va pas faire aller plus vite SSIS qu'il ne l'est actuellement. Mais n'empêche, ça vous permet d'avoir du code métier, d'avoir du code .NET, d'avoir des sources exotiques. Enfin bref, tout ce que vous pouvez faire dans SSIS, vous pouvez le rendre disponible à l'extérieur. Donc ça s'appelle le Data Feed Component. Et vous avez le Data Streaming Destination qui permet de faire ça. Donc vous avez deux choses, un wizard qui permet de publier et le Data Streaming Destination. Évidemment, vous aurez un peu hardcodé vos SSIS. Ça ne marche pas avec une OLEDB destination, par exemple. Voilà pour Power Query. On est dans le timing. Si on a un peu de temps à la fin, je vous ferai à la rigueur d'autres démos là-dessus. On va revenir sur les slides très rapidement, parce que je vais juste introduire un petit peu le deuxième usage. Donc là, ce qu'on a vu sur ces premières démos, c'est, et bien évidemment, vous en avez vu qu'une toute petite partie de ce qu'est capable de faire Power Query. Je ne vais pas vous faire une session en vous montrant tous les boutons possibles et imaginables, mais vous avez l'expérience d'un utilisateur qui a besoin d'aller chercher des données sur le web, sur le cloud, en interne, dans du SQL, dans de l'Oracle, etc., pour créer son jeu de données qui va être utile à faire son analyse. Donc à utiliser derrière avec des Power Pivot, du Q&A, du Power Map, etc. Donc ça, c'est le premier usage. Et je pense, ce n'est que de la pure spéculation de ma part, que ça va être 80% des usages qu'on va avoir si on prend en nombre d'utilisateurs et en temps passé sur un outil comme Power Query. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, on va tout de suite utiliser ça. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Donc là, on est une personne qui va être seule avec lui-même. Mais si vous faites un peu de Self-Service BI, tout ça n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de collaborer avec ses équipes, avec des confrères, avec des collègues, avec l'ensemble du service et de partager notre travail. Bien évidemment, on se doute bien que le temps qu'on va passer à nettoyer, je prends l'exemple d'avoir l'indexation, la cotation des prix des single malt sur un site. Il y a quand même du travail pour mettre ça en forme. Je ne vous le cache pas, hein, Madame Michu, je ne pense pas que... quoique, sait-on jamais, mais bon, je pense que c'est plus pour un développeur. Mais quand on passe du temps à faire ça, l'idée, ce temps-là, c'est de le réutiliser. Et de se dire, si j'ai un collègue qui a envie d'utiliser les données que je lui ai préparées pour une autre analyse, pour la même ou pour des choses qui peuvent être connexes, comment je fais pour partager mon travail et faire en sorte qu'on soit ensemble à travailler sur ce type de dataset. Ça va être le but de la deuxième démo. Et je vous rassure, on reste dans Excel. Et ça va être très très simple. J'ai ma requête ici. Donc vous voyez, elle a été... juste parce que c'est toujours bien de montrer l'heure de refresh, 14h36. C'est bien ça, elle a bien été rafraîchie avec le dernier index des prix. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que si sur ce site-là, ils ont fait des promotions, j'ai tout de suite le tarif le moins cher, donc je peux même faire des analyses sur la fluctuation des cours de ces bouteilles. Soit, ce n'est pas le sujet.
Là, l'objectif, c'est que cette base d'index de prix, j'ai envie de la partager à un collègue qui travaille au service des achats, par exemple, ou je ne sais pas, un truc tout bête, le CEO de ma boîte, qui veut juste faire une petite étude pour savoir quel type de cadeau il pourrait prendre, il me dit, oh bah tiens, ça pourrait être intéressant que je l'ai. J'ai la possibilité de prendre le classeur Excel et de lui donner. C'est du bon vieux copier-coller, de lui envoyer par mail, mais ça ne serait pas lui rendre service, parce que si moi je la mets à jour, si je corrige un bug, si je rajoute des informations, ben en fait, il ne va pas bénéficier de ça. L'objectif, c'est de partager. Là, en général, on se dit, il va y avoir du SharePoint dans l'histoire, on va me dire de mettre le fichier Excel partagé dans une bibliothèque, comme ça, tout le monde y a accès. Ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça. Ici, je vais aller sur ma requête, et tout simplement, dans le menu contextuel, ici, j'ai un petit bouton qui s'appelle Share, pas la chanteuse, hein, partage en anglais, qui va me permettre de partager ma requête et de la mettre à disposition des autres. Ce qui est partagé, c'est bien la requête. Ce n'est uniquement les métadonnées. Ce n'est pas Excel que je partage. Je partage finalement les, là il y en a un petit peu plus, les 50 lignes de code M qui constituent mon mashup. C'est ça que je vais partager, que je vais rendre à disposition d'autres utilisateurs. Alors bien évidemment, hop, ici, j'ai toutes les informations qui sont utiles, et là vous voyez arriver le rôle de data steward. Pour partager une requête, il faut bien la documenter. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simple, hein, c'est l'indice des prix du whisky, etc., etc. Donc je vais mettre toutes les informations. J'ai aussi les informations sur les sources qui ont été utilisées pour construire ce dataset. Donc là, vous voyez ici que c'est un site web. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher les données online. Mais si j'avais été chercher des données on-premise, il y aurait marqué les deux. Et admettons que j'avais fait une jointure, j'aurais eu les deux sources de données. Donc la personne qui va consommer cette requête a toutes les informations. C'est quoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Évidemment, un petit peu de sécurité. À qui je souhaite la partager? Est-ce que c'est... Alors, Just Me, ça c'est juste à des fins d'archivage. Hein. L'idée, c'est de les partager avec ses collègues, voire à un collègue en particulier. Et à la fin, vous avez même un petit lien, pardon, désolé, vous avez même un petit lien pour la documentation, ici où j'ai carrément mis la page qui peut aller voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez qu'il y a update. Pourquoi? Parce que, en fait, je l'ai déjà partagé, cette requête-là. Le dernier point aussi que j'ai oublié de vous montrer, c'est les previews. Par défaut, c'est une case à cocher qui est cochée par défaut pour le moment. Pourquoi on aurait besoin de désactiver les previews? Donc les previews, c'est simple, c'est tout à l'heure, quand vous avez vu, quand je passais sur les sources de données, il m'affichait les premières lignes pour savoir ce qu'il y avait dans cette source de données. Vous doutez bien que s'il y a un dataset qui s'appelle « Tous les salaires de l'entreprise », vous doutez bien qu'on ne va pas mettre de preview, se dire tiens, je vais passer ma souris dessus pour voir un petit peu le top 10. Évidemment, on peut très bien donc désactiver les previews pour se dire « Oula, il n'y a bien que les personnes autorisées qui ont le droit de voir et les previews et la donnée ». Donc là, je vais annuler. Et donc tout ça, où est-ce que c'est partagé? Je ne vais pas faire durer le suspense, c'est simple, c'est sur le tenant Office 365. Vous vous rappelez le schéma au tout début? Une patte on-premise, une patte sur le cloud. Donc tout ça, c'est dans un... Donc c'est bien SharePoint au final. Vous voyez bien qu'il est de la partie, même si ce n'est pas un Excel qu'on partage, c'est juste la query M, elle est gérée sur le cloud. Alors pourquoi sur le cloud? Parce qu'il y a tout un tas d'éléments, je n'ai pas mis... Vous les verrez sur le dernier slide de récapitulatif. On parle de data catalog, il y a des indexeurs, il y a des choses pour gérer les métadonnées, etc., etc. Donc il y a tout un tas de choses. Ce n'est pas juste finalement une collection de requêtes, et il y a surtout un moteur de recherche. Parce qu'à quoi ça sert de partager ces données si on ne peut pas les récupérer quand on est Madame Michu et qu'on veut justement faire ça? Donc cette deuxième expérience, donc là j'ai partagé, j'ai mis ça sur mon Office 365, ce qui fait que toutes les personnes habilitées à aller sur cet Office 365 peuvent faire des recherches sur les données corporate, donc sur des requêtes que j'aurais pu partager. Pour ça, c'est simple, je vais dans mon onglet Power Query, et tout à l'heure, je ne l'ai pas montré, mais ici, j'ai un onglet qui s'appelle Online Search. Online Search, comme tous les outils de recherche qu'on a maintenant, c'est simple, c'est une textbox. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de taper les différents éléments. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai fait des petits essais avec Star Wars, donc... Qu'est-ce qui a été publié avec Star Wars? Hop, et là on se dit, mince, le premier truc que j'ai, c'est, hop, désolé, le premier truc que j'ai, c'est des données, donc vous voyez, Box Office Performance, Academy Awards, c'est des données qui proviennent de Wikipédia. Qu'est-ce que ça vient faire avec mes données d'entreprise? Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a partagé cette requête-là, qui trouvait ça pertinent de l'avoir
dans mes données d'entreprise. En fait, non, c'est tout simplement que, par défaut, le moteur de recherche vous permet de rechercher partout, c'est-à-dire dans ce qui est public. Et donc, les données publiques, c'est simple, hein, vous avez, par exemple, le Azure Data Market, vous avez Wikipédia, vous avez, alors c'est très américain tout ça, mais vous avez, je ne retiens jamais leur nom, mais c'est DNB, Dun & Bradstreet, un truc comme ça. Donc, c'est l'équivalent de l'INSEE, mais en version privée aux États-Unis, qui donne des données. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les données publiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les données de mon organisation. Donc, il va me rejouer la requête. Et là, en l'occurrence, il va trouver un seul flux, lab SSIS data feed. Ben, c'est tout simplement les données SQL Server que j'ai exposées directement dans mon catalogue. Et là, si je passe ma souris dessus, je vais avoir une preview. Je n'ai pas de preview, parce que j'ai dû la décocher. Mais je vois bien que j'ai 6 colonnes, ID, nom, ville, adresse, location, équivalent Star Wars. Quand est-ce qu'elle a été modifiée? Donc on voit que je prépare mes sessions longtemps à l'avance. Qui l'a partagé? La documentation. Et on peut même avoir tout un tas de métadonnées comme l'URL pour demander l'accès à cette data source. Rappelez-vous, hein, la sécurité reste omniprésente. Hein. L'idée, ce n'est pas de dire, ouais, un coup qu'on a partagé, tout le monde a accès à tout. Non, non, la sécurité reste omniprésente dans ce système-là. Mais donc là, j'en ai pas mis, hein, je suis le seul utilisateur, donc j'ai un peu accès à toutes les requêtes. Mais je vais donc pouvoir utiliser ça. Autre chose, si jamais je tape donc whisky, je ne vais même pas le marquer en entier, j'ai bien ma requête qui a été partagée ici, et on voit bien toutes les données. Là, en l'occurrence, j'ai marqué les previews, donc je peux bien voir les previews. Et derrière, je peux éditer la requête. Il va copier-coller le code M, et je vais tout de suite pouvoir rajouter ce que je veux dessus ou l'utiliser directement dans un Power Pivot ou dans un Power Query. Sur la recherche, j'aurais bien voulu vous montrer, je pense que je vais le montrer avec ce mot-clé, RATP peut-être, perdu. Non. Alors, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que vous avez des icônes différentes. Tout à l'heure, on avait Wikipédia, qui indiquait que c'était une source qui venait du cloud public, qui était des données publiques. Là, vous avez un espèce de petit, je pense que c'est tout simplement qu'ils n'ont pas trouvé, ils ne sont pas décidés sur l'icône, donc ils ont mis un espèce de petit viseur qui nous permet d'avoir ça. On a aussi le dataset qui permet de savoir que c'est un dataset qui provient d'un classeur Power Pivot. Mais on a aussi tout un tas d'informations, on va pouvoir classifier et savoir d'où viennent les informations. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vous ai partagé du Power Query, donc des données déjà nettoyées. Il est possible d'exposer directement dans le catalogue des sources de données toutes prêtes. Exemple, la base de données Contoso. Ici, c'est une base de données que j'ai sur ma deuxième machine. D'ailleurs, je pense que ça doit être marqué. C'est le nom de la machine, hein, Kaolila. Donc, les données viennent de cette machine-là et elles sont indexées dans mon catalogue. Et j'y ai accès directement sur les métadonnées. Je préfère vous le dire de suite, les données ne passent pas par le cloud. Il n'y a que les métadonnées dans Office 365. C'est important parce qu'on se dit, ah ben voilà, encore du cloud, je vais être obligé de tailler ma bande passante et d'aller mettre toutes mes données sur le cloud. Et puis en plus, Microsoft, avec ses copains de la NSA, ils vont regarder toutes mes données, etc. Non, vos données restent on-premise. La seule chose qui est partagée, c'est tout ce qui est métadonnées, et donc l'indexation de ces métadonnées, ainsi que le moteur de recherche. Peut-être que ça pose un souci aussi de mettre les métadonnées sur le cloud. Ça, je vous en laisse le juge. Mais néanmoins, c'est important de savoir que les données ne vont pas sur le cloud. Et chose importante, et je vais terminer avec ça, avec justement les flux de données et ce fameux troisième rôle qui est l'IT admin, c'est qu'ici, alors malheureusement, j'ai des petits soucis de connexion entre les machines, mais en fait, ici, si j'ajoute sur mon Power Query les données qui viennent de l'autre machine, il ne passe pas par le cloud pour aller demander les données qui reviennent et qui repartent. La connexion se fait bien à l'intérieur de mon réseau d'entreprise. Et pour ça, on a besoin d'un petit outil qui s'appelle la Data Management Gateway. Et ça tombe bien, c'est la troisième démo et le troisième usage. Je vous passe le slide démo. Je vais juste vous montrer ce que c'est la Data Management Gateway. Ben, c'est simple, c'est un petit utilitaire ici qu'on installe sur
une machine, un serveur, etc. Alors évidemment, là, en termes d'architecture, ce n'est pas sur un laptop qu'on va mettre la Data Management Gateway. Mais en fait, cette Data Management Gateway, le temps juste qu'elle se rafraîchisse, voilà, elle me dit en bas qu'elle est connectée au Data Management Gateway Cloud Service. Donc en gros, elle fait le lien entre mon on-premise et le tenant Office 365, donc, et le cloud. C'est elle qui se charge de communiquer et de mettre le lien. La métaphore la plus simple à comprendre pour vous tous, je pense, c'est que c'est un proxy, tout simplement. Elle fait office de proxy, elle va permettre au cloud de pouvoir voir les informations qu'on a on-premise, mais aussi à un Excel qui serait quelque part sur le réseau, de se connecter directement là-dessus. Côté cloud, pour notre IT admin, bien évidemment, il faut... Hop, c'est où? C'est là. Ah. La résolution n'est pas bonne. Power BI Admin Center. Donc là, en fait, c'est la face cachée d'un site Power BI. C'est magique. Hop. Je vais zoomer un petit peu. 150, ce sera très bien. Ici, sur ce site, je vais pouvoir administrer justement mes gateways et mes sources de données. Moi, je suis l'admin. C'est moi qui ouvre les ports, c'est moi qui ouvre les liens. Donc, c'est à moi de surveiller que tout ça fonctionne bien. Ici, évidemment, j'ai tout un tas de stats sur... Donc là, évidemment, des gateways, j'en ai deux. Hein, j'ai tout simplement mes deux devices, la Surface et mon laptop professionnel. Donc, on voit que globalement, elles ont été online à peu près tout le temps. J'ai quelques stats. Évidemment, hein, ça reste des ordinateurs portables. Hein, quand je le ferme, la Data Management Gateway ne cause plus avec le cloud. Comment on la crée? Je ne vais pas vous faire toute la création. Mais en fait, ici sur les gateways, juste à faire New Gateway. Hop, s'il veut bien le prendre. Et tout simplement, je lui donne un nom. Lui va me donner une clé d'authentification. Alors, c'est un truc super grand. De l'autre côté, sur mon on-premise, j'installe la Data Management Gateway. Je lui donne cette clé. Il se synchronise. Bien sûr, tout ça est chiffré et sécurisé. Il se synchronise et j'ai une gateway qui est tout de suite disponible. Ce qui est intéressant avec la gateway, c'est plutôt les data sources. C'est qu'ici, je vais pouvoir exposer justement des choses qui se trouvent on-premise, principalement du SQL Server. Via ma gateway, je vais pouvoir les exposer sur le cloud. Alors, je vous ai dit, oui, mais le cloud, il ne requête jamais les données, il ne va jamais chercher les données. Il y a un scénario où le cloud va aller chercher des données et les mettre sur le cloud, c'est tout simplement quand vous faites du Power Pivot. Power Pivot, il a bien une copie des données pour faire ses calculs directement dans Excel. Si vous avez fait du Power Pivot for SharePoint, vous avez le petit bouton Refresh, vous pouvez même les planifier pour justement que votre Power Pivot dans SharePoint aille se mettre à jour tout seul. Ben là, c'est pareil. Notre tenant Office 365, ça reste du SharePoint, ben, il lui faut mettre les éléments en place pour qu'il puisse se rafraîchir avec les données. Et les données, le problème, c'est que bien souvent, elles sont on-premise. Quand c'est des sites web, comme le site où je suis allé chercher les cotations de prix de whisky, il n'y a pas de souci. Le cloud peut très bien aller les chercher. Le problème, c'est quand c'est des données qui sont on-premise. Ben pour ça, il va passer par la Data Management Gateway. Donc, il y a quand même une partie des flux où il va aller chercher des informations et les remettre côté cloud. Comment je fais pour les exposer? Ben, tout simplement, je crée une source de données ici. Donc, vous voyez, Enable Cloud Access, Workbook Referencing Your Enterprise, Data Source can be refreshed in SharePoint Online. On est bien dans un scénario de Data Refresh Power Pivot. Et Enable au Data Feed, ça c'est tout simplement pour que tous les Excel, où qu'ils soient dans l'entreprise, puissent directement taper la Data Management Gateway pour aller chercher les données on-premise. Puisque bien évidemment, quand je suis dans mon Power Query, que j'insère une requête, donc j'ai toutes les métadonnées, ce qui est affiché, ce n'est pas le nom du serveur, parce qu'en plus, il y a tout un tas de problèmes de résolution DNS, etc. J'ai bien finalement un flux aux data qui est exposé via la Data Management Gateway. Hop, je vais juste en prendre une qui existe déjà, ça ira plus vite. Donc par exemple, ici, j'ai la fameuse OData, et ici, dans Data Settings, ben, en fait, là, il se connecte, si vous mettez un petit profiler, enfin, vous voyez qu'il va tout simplement chercher les métadonnées de mes tables. Ça a marché tout le week-end, mais en général, je n'ai pas de pause sur les démos. Il n'arrive pas à se connecter
Donc là, il est censé revenir ici. Voilà. C'était juste un petit peu long. Ah ben non, perdu. Je vais essayer avec la deuxième. Les deux sont connectés. Hop, data source. On va essayer sur le deuxième PC. Data settings. Allez, croisons les doigts. Ah voilà, là je les ai. Donc ici, c'est en fait une base de données qui est sur ce PC-là. J'ai bien ici toutes les tables et je peux choisir de les exposer. Alors les tables et les vues, on est d'accord, hein, c'est absurde de faire une exposition d'un truc qui s'appelle dim machine, dim product. Hein, on va plutôt faire des choses assez sympas. Les v underscore aussi, hein, c'est pas très propre pour exposer ça à Madame Michu pour qu'elle puisse après faire ses mashups. Mais n'empêche, j'ai tous les éléments qui se trouvent sur mes bases de données on-premise que je vais pouvoir mettre en visu pour après, donc je donne l'autorisation, pour après les voir directement ici dans la recherche, dans la recherche Power Query. En fait, ce que vous voyez ici, hein, Fact Inventory, Fact Clean Size, c'est bien la base Contoso ID qui se trouve ici. Il nous reste 4 minutes. Je vais essayer de faire une petite synthèse de tous ces flux de données de la Data Management Gateway avec des slides pour essayer de poser un petit peu tout ça. Et ça me fait penser que j'ai oublié de mettre les animations, mais ce n'est pas grave. À retenir, c'est simple, on a 2 gros blocs. On-premise, c'est chez vous. Vous avez des bases de données, alors j'en ai mis 3, hein, évidemment c'est plus compliqué que ça, on a du Oracle, du DB2, du Teradata, etc. Enfin, j'ai tout un tas de choses qui sont côté on-premise. De l'autre côté, pour pouvoir faire du Power BI, il me faut ce fameux tenant SharePoint Online Office 365. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la partie Q&A, analyse de mes données, recherche, indexation, les métadonnées, les previews, les autorisations, etc. Enfin bref, il y a toute la partie gouvernance de la Self-Side BI qui se trouve sur Office 365. Quels sont les liens entre les deux? La première chose, c'est que quand je suis dans Excel, je vais communiquer directement avec Office 365 sans souci. Alors, les administrateurs réseau vont pousser des cris en disant non, 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 moi je n'ai pas autorisé cette URL-là, vous n'y avez pas accès. C'est du port 80, il y a de fortes chances que vous y ayez accès. Maintenant, évidemment, il faut quand même ouvrir le flux. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à rechercher de l'information. Donc, je vais demander à Office 365, je vais lui taper une requête, il va me dire qu'est-ce qui a été partagé, quels datasets ont été partagés ou sont disponibles dans mon entreprise. Mais aussi, à l'inverse, je vais pouvoir envoyer mes propres mashups et les envoyer sur mon tenant, donc partager mes données. Donc ça, c'est le premier scénario qui est plutôt simple. Le deuxième, il nécessite donc justement cette fameuse très bonne référence, la sonnerie. Les Data Management Gateway. Là, le lien qu'on a, je vous ai dit, il y a 2 scénarios. Le premier, c'est le Data Refresh. C'est simple, j'ai posé un classeur avec du Power Query, du Power Pivot, du Power Map. Enfin bref, j'ai fait un super workbook d'analyse qui répond à mes questions métiers. C'est bien, je l'ai mis. Maintenant, le premier truc qu'on me dit, ah oui, j'ai mis à jour les données de vente, tu pourras mettre à jour ton truc? Ah mince, il faut que je l'ouvre, donc il va le télécharger, il faut que je fasse refresh dans Power Pivot, il va mettre ça à jour, il faut que je le re-upload sur le tenant. Évidemment, l'idée, c'est de ne pas faire ça, c'est d'appuyer directement sur Refresh Data et que lui aille directement se connecter aux sources de données. Le problème, c'est que certaines de ces sources de données sont on-premise. Je suis dans le cloud. La Data Management Gateway agit comme proxy puisque ça a été référencé comme ça. Alors, il y a tout un tas, je ne vais pas rentrer dans l'architecture de la Data Management Gateway et de son équivalent qui se trouve côté cloud, mais globalement, il analyse votre chaîne de connexion, il voit que c'est une de ces sources de données qu'il connaît, il sait donc quel gateway il doit interroger. La gateway, vous avez vu, elle est en connexion permanente avec le cloud, donc il va tout simplement l'interroger de façon sécurisée, et la gateway va faire la requête pour nous. Et va la renvoyer, bien sûr, sous forme de flux à notre tenant. Donc ça, c'est le scénario Data Refresh. Les questions qu'on a en règle générale avec ce scénario-là, c'est de dire, oui, mais avec quel credential il attaque ma source de données ici? La Data Management Gateway, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais quand je crée une source de données, je vous montrerai si on a un tout petit peu de temps à la fin. L'admin portal, quand vous créez une data source, en même temps de son nom, de savoir sur quel serveur c'est, etc., va vous demander les credentials. Et là, on se dit, oui, mais quand même, c'est quand même une page web sur le cloud qui me demande des credentials de ma base de données on-premise. Eh bien non, en fait, parce que quand il vous demande les credentials, c'est une application ClickOnce qui s'exécute sur votre poste, donc dans votre réseau, et qui va négocier elle-même avec la Data Management Gateway et qui va lui donner les credentials. Donc, ce qui fait que vous avez la possibilité que les credentials ne sortent jamais de votre réseau et que le cloud ne le connaisse pas du tout.
la Data Management Gateway agit comme proxy. Elle sait comment, pour telle data source, se connecter à tel serveur avec du Windows, du SQL. Donc lui, la Data Management Gateway va gérer toute cette connexion. Et le cloud, lui, il sait juste que cette source de données, donc par exemple, vous aviez les tables de ma base Contoso, ben c'est juste qu'il doit interroger la Data Management Gateway qui se trouve sur tel IP, sur tel port, etc. Alors, évidemment, l'IT-admin va devoir ouvrir 2-3 ports. Par défaut, c'est le 8051 qui, à ma connaissance, n'est pas ouvert par défaut dans 99 voire 100% des entreprises. Donc évidemment, il faut mettre tout ça en ligne, mais on est bien d'accord qu'il y a bien une notion de se dire, et ça là-dessus, alors moi je ne suis pas Microsoft, je fais partie des gens qui réclament des choses, et ça là-dessus, Microsoft a bien pris en considération les retours qu'on leur fait, c'est-à-dire arrêtez de vouloir mettre nos données dans votre cloud. Nos données on-premise doivent rester on-premise. Et là, le scénario qui nous est proposé avec Power Query, avec la Data Management Gateway, répond à cette problématique-là. On a moyen de faire les deux. On a la possibilité aussi de dire de stocker les credentials sur le cloud. Vous avez une petite case à cocher. À quoi ça sert? En fait, c'est pratique si vous voulez déplacer la Data Management Gateway, la mettre ailleurs. En fait, tous les credentials sont gardés parce que sinon, elles sont chiffrées en local sur la machine. Enfin, où se trouve la Data Management Gateway. Autre élément en fait, où Power BI a besoin d'accéder justement à on-premise, c'est tout ce qui est indexation des métadonnées. C'est simple, vous partagez une requête. La requête dit moi j'ai besoin d'aller chercher telle base de données, j'ai besoin d'aller chercher tel site, j'ai besoin d'aller chercher tel fichier CSV. Par défaut, le cloud, lui, il ne sait pas où sont tous ces trucs-là. Donc bien évidemment, il passe par la Data Management Gateway pour aller chercher les informations, et on parle bien de métadonnées. Le premier truc moi, que j'ai fait, c'est de mettre un profiler pour voir vraiment ce qu'il allait chercher. Et on est bien d'accord, il va chercher uniquement de la métadonnée. De toute façon, pour vous en convaincre, utilisez un compte qui n'a le droit de voir que les métadonnées. Ça semble logique, mais c'est ce que vous devriez utiliser pour cette partie-là. L'autre élément, parce que ça fait partie des flux de données, même si je n'en ai pas du tout parlé pendant la démo, vous voyez qu'il y a un petit mobile app qui, je pense, vous sera présenté sur la session après, on parle de restitution des données. Alors moi, là, je ne veux pas parler de restitution de données, mais mine de rien, quand on parle flux de données, il y a une chose qui est importante, c'est de savoir un peu les données, elles vont où, etc. Et il y a un cas, c'est quand je suis en dehors de mon entreprise. Je suis en dehors de mon entreprise, et on l'est tous, maintenant avec les devices, on est dans le métro, en conférence, et on peut quand même travailler à finir une petite présentation ou aller chercher des données. Comment ça se passe? C'est simple. Encore une fois, l'avantage du cloud, c'est que c'est accessible de partout. Donc vos devices, Excel ou le mobile app va se connecter à Office 365 pour aller chercher toutes les informations. Donc vous avez la recherche, vous pouvez récupérer les informations exactement comme si vous étiez dans l'entreprise. Et le cas échéant, s'il y a des données qui proviennent de bases de données on-premise, c'est simple, Excel va tout simplement aller shooter la Data Management Gateway. Alors c'est bien sûr Office 365 qui lui donne toutes les infos sur comment aller se connecter pour faire ce scénario. Il y en a un que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est Excel passe bien par la Data Management Gateway en interne pour aller chercher les données. J'avais mis cette petite flèche aussi qui était intéressante. Je terminerai juste avec ce slide-là. J'ai juste remis le slide du début, donc où il y a toutes les briques, et notamment, là, on rentre un petit peu plus dans le détail, vous avez la notion de data catalog, de Power BI Site, de Power BI Admin Center, avec les différentes flèches qui représentent les flux, mais je vous les ai simplifiées dans les deux slides précédents. Et normalement, je suis en retard, mais pas de beaucoup. Je vois personne n'est sorti, donc j'imagine que tout le monde voulait savoir tout jusqu'au bout. Si vous avez des questions, on peut les traiter là, pour les avoir sur la vidéo pour les gens qui pourraient regarder. Je fais juste une petite parenthèse. Si vous êtes intéressé par le Self-Service BI, on peut en discuter au stand ASIO puisqu'on lance une offre le 11 décembre. Hop, fin de la parenthèse. Est-ce que vous avez des questions sur la Data Management Gateway, sur Power Query, sur les flux de données, sur Madame Michu, sur l'indexation, la recherche? Alors, la question, c'est de savoir si tout ce que j'ai montré, donc la partie cloud, bien évidemment, va venir sur du SharePoint on-premise, donc se dire, moi j'ai investi dans mon SharePoint, j'ai envie d'avoir tout ça chez moi. Alors, la réponse qui est faite à chaque fois par les gens de Microsoft, c'est cloud first. Ça, on a bien compris, c'est on va d'abord sur le cloud. Mais qui dit cloud first
implique qu'il y aura un second et on imagine que ça sera sur SharePoint on-premise. Maintenant, je ne veux pas parler pour Microsoft là-dessus. Moi, je pense que oui. Je sais que tous les MVP, récemment, on était au MVP Summit, donc il y avait tous les MVP SQL qui discutaient avec les chefs de projet de Power BI notamment, et c'est ce qu'on leur demande tous, c'est de ne pas oublier la partie on-premise. Donc voilà, je pense qu'ils l'ont entendu. Maintenant, le truc, c'est que c'est quand même Cloud First. Tout ça, c'est de la preview pour le moment en plus. Donc avant que ça arrive sur online, il faut déjà que ça sorte déjà une bonne fois pour toutes et que ça ne soit plus en preview. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Alors, sur Power Query, il y a deux versions. Donc, la version qui actuellement est RTM, c'est-à-dire qui est finalisée, c'est une version, on va dire, là pour le coup, c'est pour Madame Michu, mais quand elle est chez elle, à analyser, je ne sais pas trop quoi, enfin, des données personnelles, parce qu'il n'y a pas, par exemple, le petit formulaire de recherche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une version corporate, elle ne va pas se connecter à un catalogue pour récupérer les informations. Là, tout ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle donc la version corporate, qui pour l'instant est en preview. Pas de date annoncée. On espère tous que ça sortira rapidement parce que moi, perso, je l'utilise depuis un moment. Donc, c'est mis à jour tous les mois en plus. Ils font vraiment un super travail, l'équipe. Tous les mois, on a des mises à jour, des nouveautés. En plus, ça marche bien parce qu'il n'y a jamais de cassage de compatibilité. Donc, pour moi, là, l'application, elle est presque finie, hormis quelques petits bugs par-ci, par-là. Donc, je n'ai pas de date, mais pour l'instant, c'est de la preview pour Power Query. D'autres questions? Bon, c'est que tout a été clair. N'hésitez pas dans tous les cas à venir me voir si vous avez d'autres questions par la suite. Merci et bonne journée SQL Server.